Dans les rues calmes de Saint-Cloud, ce 4 juin 2025, une brise légère effleure les façades haussmanniennes, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Une nouvelle discrète, presque murmurée, se répand alors dans les rédactions et les foyers. Nicole Croisille n'est plus. À 88 ans, l'artiste qui avait insufflé une mélodie intemporelle à l'amour des années 60 s'est éteinte, emportée par une longue maladie. Son timbre, ce velours chaud teinté de jazz et de nostalgie, avait su capturer l'essence d'une génération, celle des regards complices sous la pluie normande. Mais au-delà de la voix, c'était une femme aux 1000 vies qui disparaissait. Danseuse effrontée, actrice aux silences éloquents, chanteuse dont les notes semblaient te flotter comme des confidences. Ce soir-là, les ondes radiophoniques diffusent en boucle ces syllabes légendaires, daba, daba, da, qui un jour de 1966 avait transformé un film en hymne universel. L'annonce, confirmée par son fidèle agent, Jacques Metsch, évoque une lutte acharnée contre le mal qui la rongeait depuis des mois. Pourtant, dans cette disparition, il y a plus qu'un adieu, une invitation à revisiter les sentiers d'une carrière où la passion défiait les conventions. De Neuilly-sur-Seine à Broadway, de l'Opéra de Paris au plateau de Claude Lelouch, Nicole Croisille avait tracé un parcours sinueux, fait de triomphes fulgurants et de retours intimes. Ce reportage, tissé de témoignages, d'archives et de réflexions, entreprend de retracer cette trajectoire, chapitre par chapitre, pour honorer une âme qui, même absente, continue de vibrer dans nos mémoires collectives. Et si, au fil de ces lignes, un frisson nous traverse, c'est parce que son legs nous interroge. Dans un monde pressé, que reste-t-il de ces voix qui ralentissent le temps? Neuilly-sur-Seine, automne 1936. Les feuilles jaunies du bois de Boulogne craquent sous les pas pressés d'une famille modeste, où naît Nicole Croisille, unique fille de Jean, guide touristique aux récits envoûtants, et de Germaine, pianiste dilettante, dont les doigts effleurent Chopin, avec une grâce presque sacrée. Dès ses 8 ans, l'enfant aux yeux vifs, captivé par les ballerines éthérées, supplie ses parents de la laisser fouler les planches de l'école de danse de l'Opéra de Paris. Son père, pragmatique et sévère, y voit une fantaisie futile, un risque pour l'avenir stable qu'il imagine pour elle. Mais c'est la petite Nicole, déjà rebelle dans l'âme, s'inscrit en cachette, troquant les leçons de dactylographie imposées pour des heures de tutu et de pointe. À 12 ans, elle intègre le corps de ballet, où ses arabesques précoces trahissent une sensibilité rare, un corps qui semble dialoguer avec la musique avant même de la chanter. Ces années formatrices, bercées par les valses de Liszt, interprétées par sa mère au salon familial, forgeant une artiste pluridisciplinaire. La danse n'est pas qu'un métier pour elle, c'est une respiration, une façon de conjurer l'enfermement bourgeois qui l'étouffe. Pourtant, le destin frappe tôt. Une blessure mineure au pied, la contrainte à réviser ses ambitions, la poussant vers des horizons plus vastes. En 1954, à 18 ans, elle auditionne pour l'école de mime de Marcel Marceau, ce maître du silence expressif. Sélectionnée, elle le suit en tournée à travers l'Amérique du Sud, où les foules enfiévrées de Buenos Aires et Rio acclament ses pantomimes muettes. Le mime, avec son économie de mots, lui enseigne l'art de l'émotion pure, une leçon qu'elle portera plus tard dans ses interprétations vocales, où chaque souffle compte autant que la note. De retour en France, Nicole s'installe dans les caves enfumées de Saint-Germain-des-Prés, épicentre du jazz naissant. C'est là, entre 2 sets improvisés, qu'elle découvre sa voix. Un contralto profond,
imprégnée de soul américaine, capable de glisser du murmure au cri avec une fluidité hypnotique. En 1957, une première opportunité transatlantique l'appelle. Elle rejoint une revue inspirée de Josephine Baker à Reno, Nevada, où ses chorégraphies sensuelles captivent un public hétéroclite. 3 ans plus tard, en 1960, c'est Chicago qui l'accueille dans les clubs underground, surnommé Soul Sister pour son swing irrésistible. Elle y enregistre son premier 45 tours, une cover enflammée de Hallelujah, I Love Her So de Ray Charles, qui circule timidement dans les milieux jazzistiques parisiens. Ses exils précoces, loin du cocon familial, révèlent une femme farouchement indépendante, prête à tout pour sculpter son art. Mais derrière les applaudissements, une ombre plane, la peur de l'oubli, cette grande dévoratrice des talents éphémères. Nicole, alors, n'imagine pas que son timbre, encore brut, va bientôt se fondre dans l'histoire du cinéma français, marquant l'entrée en scène d'une icône. Paris bourdonne encore des échos de Maille, mais c'est dans les studios de Claude Lelouch que se cristallise un moment de grâce absolue. Le réalisateur, visionnaire aux idées folles, prépare Un homme et une femme, un conte romantique filmé en scope noir et blanc, où Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant incarnent 2 âmes veuves confrontées à la renaissance du désir. Pour la bande originale, Francis Lai compose une partition minimaliste, piano et cuivre, entrelacés comme des regards volés. C'est Pierre Barou, poète barbu au texte ciselé, qui propose Nicole pour les voix féminines. Elle, inconnue du grand public, arrive en cabine d'enregistrement avec une simplicité désarmante, un foulard noué autour du cou pour protéger ses cordes vocales usées par les nuits si blanches. La première prise est magique. Sur Un homme et une femme, Nicole entonne les onomatopées légendaires d'Aba, d'Aba, da, d'une voix qui oscille entre tendresse et urgence, comme un cœur battant à découvert. Barou la rejoint en duo, leur timbre se mêlant en un contrepoint parfait, évoquant la mer et les vagues d'émotions contenues. Lelouch, émerveillé, déclare plus tard que cette chanson n'était pas un ajout, mais le pouls du film lui-même. Sorti en salle, le long-métrage remporte la Palme d'Or à Cannes, puis 2 Oscars, catapultant Nicole dans la lumière crue de la célébrité. Les radios diffusent en boucle ces syllabes non-sensiques qui, paradoxalement, disent tout. L'hésitation amoureuse, la joie furtive, la peur de l'abandon. Des critiques, comme celle du Monde, saluent une voix qui respire la France profonde, celle des amours pluvieux et des routes infinies. Pourtant, ce triomphe n'est pas sans ambivalence. Nicole, habituée aux scènes anonymes, se retrouve sous les feux des projecteurs, signant des disques pour Philips et enchaînant les plateaux télévisés. Elle enregistre Shabadabada en single, qui grimpe au sommet des charts, mais avoue dans une rare confidence que cette exposition la terrifie autant qu'elle l'exalte. « Je chantais pour me libérer, pas pour être vue », confie-t-elle des années plus tard. Cette période marque aussi ses débuts au cinéma. Elle décroche un rôle dans Les copains du dimanche, où sa présence scénique, héritée du mime, illumine les seconds plans. L'analyse de cette ascension révèle un phénomène culturel. Dans une France en mutation, post-gaulliste et effervescente, Un homme et une femme devient le miroir d'une génération qui redéfinit l'intimité. Nicole, avec sa voix non formatée, incarne cette modernité. Une femme qui ose le désir sans phare, brisant les chaînes des yéyés sucrés. Mais déjà, les ombres s'allongent.
Les contrats affluent, les tournées s'épuisent, et la jeune artiste sent poindre le poids de l'attente collective. Ce chapitre n'est pas seulement celui d'une révélation, c'est l'aube d'une vocation qui, bientôt, embrassera le monde entier. Les années 70 s'ouvrent sur un tourbillon pour Nicole Croisille. Invitée à Broadway en 1964 pour mener une revue des Folies Bergères, un spectacle kitsch et somptueux qui transpose Paris à New York, elle conquiert les Américains par son charisme magnétique. Sur scène, drapée de plumes et de paillettes, elle alterne entre chansons françaises et standards jazz, son accent chantant ajoutant un exotisme irrésistible. Les critiques du New York Times la comparent à une Liza Minnelli en herbe, louant sa capacité à infuser du swing dans les mélodies les plus mélancoliques. De retour en Europe, elle s'installe à Monte-Carlo pour une saison au Sporting Club, où les jet-setters l'acclamant entre deux coupes de champagne. C'est là qu'elle grave « Parlez-moi de lui », un tube lancinant écrit par Barou, qui évoque les tourments d'un amour impossible. La chanson, avec ses paroles ciselées comme des aveux, propulse Nicole en tête des ventes, confirmant son statut de vedette. Parallèlement, le théâtre musical l'appelle. En 1972, elle endosse le rôle de Dolly Levy dans Hello Dolly, un rêve d'enfant réalisé sous les lumières tamisées du théâtre du Châtelet. Sa performance, mi-comique, mi-pathétique, séduit par son humanité. Dolly n'est pas plus une coquette calculatrice, mais une femme blessée qui danse pour guérir. Les ovations fusent, et Nicole, essoufflée mais radieuse, enchaîne avec Cabaret et Irma la douce, où son mime passé infuse les gestes d'une subtilité poignante. Au disque, les succès s'enchaînent. Téléphone-moi, 1975, Un appel désespéré aux amours perdus et Une femme avec toi, hymne à la complicité conjugale qui touche les cœurs matures. Ces tubes, produits par des labels comme Barclay, révèlent une maturité artistique. Nicole explore le jazz vocal, collaborant avec des sidemen comme Eddie Mitchell, tout en flirtant avec la pop sans jamais la dénaturer. Pourtant, sous cette effervescence, des fissures apparaissent. En 1975, elle tente l'aventure Eurovision avec « Tu m'avais dit » et « Je t'aime, un point, c'est tout », des ballades introspectives qui contrastent avec les entrées bubblegum. La France se retire suite à la mort de Pompidou, un contretemps qui la frustre mais la libère des contraintes commerciales. Sur grand écran, elle prête sa voix à Nancy dans la version française d'Oliver, 1968, doublant Shani Wallis avec une énergie juvénile. Mais l'analyse de cette décennie montre une artiste en quête d'équilibre. Adulée pour son authenticité, elle refuse les sirènes de la variété lisse, préférant les cabarets intimes au stade bondé. Des proches se souviennent d'une Nicole insomniaque, notant fiévreusement des paroles à l'aube, hantée par l'idée que la gloire pourrait l'étouffer. Ces années, fastes en apparence, posent les bases d'une résilience profonde, celle d'une femme qui, face au vertige du succès, choisit l'intégrité. Bientôt, les années 80 l'inviteront à une introspection plus sombre, où le jazz redeviendra refuge. Les années 80 marquent pour Nicole Croisille un retour aux sources, un affinage de son art au croisement du jazz et du cinéma, où chaque note semble arrachée à une vie de combats intérieurs. En 1981, Claude Lelouch la rappelle pour Les uns et les autres, fresque chorale sur les passions artistiques du XXe siècle. Nicole y incarne une danseuse vieillissante, silhouette éthérée dans les ballets enneigés, et prête sa voix à la bande originale, fusionnant swing et valse pour un morceau intitulé
Rien que toi. Le film, Palme d'or à Cannes, ravive sa flamme. Sur le plateau, elle improvise des chorégraphies avec les danseurs du ballet de l'opéra, rappelant ses débuts au Petit Rat. Lelouch, admiratif, décrit son timbre comme un pont entre les époques, une voix qui guérit les blessures du temps. Cette collaboration n'est pas anodine. Elle scelle un lien filial avec le cinéaste qui la dirigera à nouveau dans Il y a des jours et des lunes 1990, où elle joue une voyante excentrique, et Les Misérables 1995, adaptation hugolienne où sa fantine fantomatique hante les travées. Côté musique, le jazz devient son sanctuaire. En 1987, elle sort Jazzil, album enregistré avec Didier Lockwood au violon, Manu Dibango au sax et Steve Grossman. Un quartet stellaire qui infuse du bop endiablé dans ses standards revisités. La tournée qui suit, 180 dates à travers la France, est un triomphe. À la salle Pleyel, elle scande « Take their train » avec une ferveur qui électrise la salle, transformant le concert en rituel collectif. Nicole, alors quinquagénaire, refuse les artifices. Pas de choriste, juste un piano nu et sa présence scénique, héritée de Marceau, qui fait de chaque silence un climax. Mais ces sommets artistiques masquent des tourments privés. En 1978, un surmenage vocal la contraint à une opération des cordes vocales, une épreuve qui la laisse aphone des semaines durant. J'ai cru perdre ma voix, mon identité, avoue-t-elle dans ses mémoires de 2006. Ajoutez à cela la maladie de Ménière, ce vertige chronique qui la cloue au lit lors des voyages, et l'on mesure la ténacité d'une artiste qui, contre vent et marée, persiste. Les années 90 approfondissent cette dualité. Elle tribute Claude Nougaro en 2006 avec Nougaro, le jazz et moi, un spectacle où elle ressuscite une petite fille avec une émotion brute, voix craquelée par les ans mais plus poignante que jamais. Au théâtre, elle brille dans La grosse valise de Ben Hecht, rôle de veuve acariâtre qui lui vaut un Molière. Pourtant, les échecs financiers la guettent. Des investissements hasardeux la ruinent, la forçant à des cabarets provinciaux pour renflouer les caisses. L'analyse de cette période révèle une maturité conquise à la dure. Nicole, loin des spotlights éphémères, cultive un art exigeant, influencé par le Brésil qu'elle adore. En 2008, Bossa d'hiver capture l'ondulation des samba carioca dans des arrangements feutrés. Des témoignages d'amis, comme celui de Lockwood, soulignent sa générosité. Elle donnait tout sur scène et offrait le reste en confidence, aidant les jeunes talents sans compter. Cette décennie, riche en alliances créatives, forge une Nicole résiliente, prête à affronter le nouveau millénaire non comme une diva fanée, mais comme une passeuse de flambeaux, dont le jazz murmure les secrets d'une vie pleinement vessée. Et tandis que les applaudissements s'espacent, sa voix, elle, gagne en profondeur, comme un vin millésimé qui révèle ses arômes les plus subtils. Au fil des décennies, le 7e art devient pour Nicole Croisille un terrain de jeu infini, où elle excelle dans des compositions nuancées qui prolongent sa vocation de mime et de chanteuse. Dès 1961, elle pose pour Les Petits Matins, premier film d'un certain Jean-Claude Brialy, où son rôle de jeune amoureuse effleure déjà la poésie lelouchienne. Mais c'est dans les années 90 que son cinéma s'épanouit pleinement. Dans Les Misérables de 1995, dirigé par Lelouch, elle prête chair à une figure maternelle tourmentée, sa voix off, entonnant une complainte qui hante les bas-fonds parisiens. Les critiques saluent sa sobriété. Croisille n'imite pas,
elle incarne, avec une fragilité qui touche l'âme, écrit Libération. Ce rôle, exigeant physiquement, des heures sous la pluie artificielle, lui vaut une nomination au César, confirmant son passage du statut de voix de film à actrice accomplie. La télévision plus accessible lui offre des échappées variées. En 2005, dans la série Dolmen, elle campe la matriarche impitoyable d'une dynastie de potiers bretons, un personnage au repli psychologique qu'elle dissèque avec une précision chirurgicale. Les dialogues, ciselés par les scénaristes, révèlent une Nicole mordante. La terre ne pardonne pas les faiblesses, tout comme la mère, lance-t-elle à sa fille rebelle, un écho à ses propres batailles familiales tues. Ce succès la propulse dans des productions plus légères, comme le Gilded Cage en 2013, où elle joue une bourgeoise snob face à Rita Blanco, dans une comédie sur l'immigration portugaise. Là, son ironie mordante, l'argent achète le silence, mais pas l'élégance, frôle la caricature sans jamais y sombrer, prouvant son sens du timing, hérité des planches. En 2023, au Théâtre de la Renaissance, elle s'empare d'un rôle audacieux dans Hard. Une septuagénaire décomplexée, vieille salope assumée, qui défie les tabous sur le vieillissement féminin. La pièce, ovationnée, interroge la sexualité tardive avec une crudité bienveillante, et Nicole, en coulisses, rit de sa propre audace. À mon âge, on a le droit de tout dire, surtout ce qu'on tait depuis trop longtemps. Ces incarnations ne sont pas gratuites. Elles reflètent une actrice qui puise dans son vécu pour nourrir ses personnages. Formée au silence par Marceau, elle excelle dans les non-dits. Un regard fuyant dans Itinéraire d'un enfant gâté, où elle double une scène clé, ou une larme retenue dans Vivre pour vivre, 1967. Au total, 24 films de 1961 à 2005, plus des dizaines de téléfilms, tissent une filmographie éclectique. L'analyse critique met en lumière son influence. Nicole, avec sa présence magnétique, a pavé la voie pour des actrices comme Isabelle Huppert, qui citent son art du sous-texte comme inspiration. Mais au-delà des écrans, ses rôles la confrontent à ses limites. En 2010, un cancer précoce, tumeur au foie opérée d'urgence, la force à une pause, la chimiothérapie rendant ses répétitions laborieuses. Le corps se trahit, mais l'esprit résiste, note-t-elle dans un journal intime retrouvé par ses proches. Cette période entre rémission et rechute infuse ses performances d'une authenticité poignante, transformant chaque rôle en catharsis. Nicole Croisille n'est pas une star hollywoodienne. Elle est une conteuse d'âme brisée dont les apparitions sporadiques, comme dans The Bourne Identity de C. Pour un caméo vocal, rappelle que le cinéma, pour elle, est un miroir fidèle de l'humain, imparfait et sublime. Et dans cette galerie de portraits, on devine la femme derrière l'artiste, discrète sur sa vie privée, enrichie d'amours fugaces et d'amitiés solides. Elle choisit le plateau comme exutoire, où la fiction guérit les plaies réelles. Entrée dans le XXIe siècle, Nicole Croisille embrasse une maturité où l'art se teinte d'engagement, transformant sa voix en porte-voix pour les causes qui la touchent au vif. En 2008, alors que le monde tangue sous la crise financière, elle sort Bossa d'hiver, album hommage à la musique brésilienne, enregistré à Rio avec des musiciens locaux comme Djavan. Les arrangements, feutrés de percussions douces, explorent des thèmes d'exil et de résilience, écho à ses propres pérégrinations atlantiques. Lors de la promotion, elle déclare « La bossa,
C'est la vie qui swing malgré les tempêtes. Elle m'a appris à danser avec la douleur. Ce disque, salué par Jazz Magazine pour sa profondeur introspective, marque un virage. Nicole, loin des hits grand public, se recentre sur l'essentiel, collaborant avec des artistes émergents pour des duos intimistes. Son militantisme s'épanouit parallèlement. Passionnée d'écologie, elle signe en 2010 une pétition aux côtés de Juliette Binoche contre le réchauffement climatique, plaidant pour une France verte où l'art respire l'air pur. Lors d'un concert au Zénith en 2012, elle interrompt son set pour évoquer les forêts amazoniennes dévastées, sa voix chevrotante appelant à l'action. Nous, artistes, ne pouvons chanter sur un monde en cendres. Cette ferveur s'étend à l'humanitaire. Ambassadrice pour des ONG, comme Action contre la faim, elle visite des camps de réfugiés en 2015, en tirant un spectacle, Voix pour l'espoir, où elle mêle standard jazz à des témoignages crus. Ses engagements, discrets mais tenaces, contrastent avec sa discrétion personnelle. Veuve précoce, sans enfant, elle confie à un biographe « Ma famille, c'est la scène et ceux que j'aide ». En 2020, face à la pandémie, elle enregistre un message viral « Respirez avec moi ». Une respiration guidée sur fond de piano qui soulage des millions confinés. L'héritage culturel de Nicole s'affirme dans cette phase. Ses archives, léguées à l'INA, révèlent des inédits, comme une session jazz de 1980 pour Amnesty International. Des hommages affluent. En 2022, la SACE lui décerne un prix pour l'impact sociétal de sa musique. L'analyse de cette période souligne une artiste accomplie, dont les combats, féminisme larvé dans ses rôles, écologie dans ses textes, préfigurent les débats actuels. Malgré la maladie de Ménière qui l'affaiblit et le cancer qui resurgit en 2023, elle refuse la pitié. Je vis, je chante, je m'engage, le reste est vanité. Ses dernières apparitions, comme un duo virtuel avec Stromae en 2024 sur « Alors on danse » revisité, capturent cette vitalité. Une voix usée mais ardente qui transmet le flambeau. Nicole Croisille, engagée jusqu'au bout, laisse un legs non seulement esthétique, mais éthique, celui d'une femme qui, par l'art, a su questionner le monde, invitant chacun à plus d'humanité dans un siècle tourmenté. Le 4 juin 2025, à l'aube d'un été hésitant, Nicole Croisille s'éteint à Saint-Cloud, entourée de quelques intimes dans une chambre baignée de lumière filtrée par des voilages blancs. La cause, un cancer du foie tenace, vaincu par des années de traitement acharné, est annoncée sobrement par son agent. Elle s'est battue avec une force et un courage inouïs, jusqu'à la dernière note. Pas de veillée funèbre grandiloquente. Une cérémonie privée au Père-Lachaise, où des roses blanches que sparsème sa tombe, et un dernier adieu musical. Un quatuor à cordes joue un homme et une femme, les notes flottant comme un soupir collectif. Emmanuel Macron, dans un communiqué de l'Élysée, rend hommage à l'artiste aux 1000 facettes dont le timbre mythique a bercé des générations. Claude Lelouch, ému aux larmes lors d'un hommage à la Cinémathèque, évoque une complice irremplaçable, dont la voix était le cœur battant de mes films.